combien tu charges aussi? On veut les chiffres, là. Ben ouais, je peux te dire les chiffres aussi. Comme par exemple, le McDo, ils t'ont payé combien? Yo! Les Subway, ils t'ont payé combien? Yo, les on veut chiffres sont savoir, chauds. là. Mais on va commencer avec les contrats, puis si on a du temps après 10 minutes, on pourra parler des chiffres. Let's go. On va commencer avec les contrats, tu vois? Parce que déjà là, combien je charge n'est pas important. Okay. Parce qu'en business, guys, petit truc de business, le premier qui dit le prix, il perd. Sauf si je te dis combien je charge maintenant, peut-être je me tire dans les pieds, là. Parce que, yo, je vais te dire, OK, meilleur exemple, après on va au contrat. Meilleur exemple. Okay. Il y a une compagnie qui vient me voir, et Steve, on veut que tu fasses une vidéo pour ci, pour ça, combien tu charges? Là, j'avais lu, je pense, sur Internet, ou un podcast qui disait le premier qui dit le prix, c'est le premier qui perd. So, dans ma tête, à ce moment-là, je commence, j'ai chargé 2000$. C'est quoi ce podcast, man? Faut que Yo, tu je pense que c'était comme Grant Cardone, pour être honnête avec toi. Okay. So, je suis comme, dans ma tête, je l'aurais fait pour 2000$. Mais j'aurais dit, mais c'est vous, c'est quoi votre budget? Puis il me dit, les budgets sont un peu serrés. 12 000, est-ce que ça te convient? Duh! Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Salut tout le monde, bienvenue au Black Ink Podcast pour cette nouvelle saison. En fait, mon nom à moi, c'est Kerlando Moret. Pour cet épisode, on a un épisode très spécial, d'accord? On va parler vraiment du marketing d'influence avec le plus grand, des grands mangeurs de notre île. Alors, Steve, est-ce que tu veux te présenter un peu? Bonjour. Pas juste de notre île. Montréal-Laval, OK? Montréal-Laval, les deux îles, quoi. Les deux îles. Île bizarre aussi. Let's go. Mon nom, c'est Steve Daniel. Je regarde toi, la caméra? Tu regardes-moi. Mon nom, c'est Steve Daniel, OK, créateur de contenu de nourriture. Ça fait 7 ans que je suis créateur de contenu à temps plein. 4 ans que je peux dire que je vis quand même bien ma vie avec les collaborations d'influence. Aussi propriétaire de 2 studios, un studio photo, un studio podcast. Puis là, en train d'en ouvrir un nouveau très bientôt. OK. À Laval, j'espère? Non, on reste Montréal. Montréal. Sérieux, frère. 450, on a besoin de toi. En plus, tu habites à Laval maintenant. Je sais, mais on dit Laval ou rien, si on reste rien là-bas. En fait, tu sais, ma première question, c'est comment est-ce que tu as su que tu étais un influenceur? À quel moment? À quel moment? Parce que ça, c'est une question que je me pose. Comment tu as su que tu es un influenceur? Tu sais, tu fais les trucs par toi-même, mais... Ouais, je pense que pour moi, qu'est-ce qui a commencé? Il y a aussi la différence entre influenceur et créateur de contenu. So, je peux déjà dire qu'au début, j'ai commencé vraiment plus en tant que créateur de contenu. J'ai commencé à faire la photo. Ensuite, j'ai fait la vidéo. Mais je peux dire que le moment où j'ai vraiment senti que j'étais un influenceur, c'est quand je me suis fait approcher par McDonald's pour une collaboration. Avant ça, j'étais comme, OK, tu sais, comme j'avais des contrats pour prendre des photos, des vidéos pour des restaurants. Mais le moment que, je me rappelle encore ce contrat de McDonald's qui est arrivé, qui m'a dit, OK, Steve, on veut te payer pour manger du McDo. J'ai fait, I guess que là, je suis un influenceur. En fait, c'est comment c'est arrivé au juste. Puis mais en fait, c'est trop ce contrat-là. Je veux comprendre ça, tu vois. Ma relation avec McDo est quand même très longue. Moi, je suis un fan de McDo, OK? Puis ma première collaboration ever que j'ai fait avec McDo, j'étais animateur pour Narcity MTL Blog. Ouais. Déjà là, j'étais comme, oh my God, je suis payé pour manger du McDo. Mais j'étais animateur pour Narcity. Ouais. C'était vraiment fun. Et ensuite, pendant la COVID, j'ai développé mes talents de photographie et tout. Et j'ai eu un contrat de photo avec Subway. Puis c'était vraiment nice. Je vais prendre des photos pour Subway. Mais le contrat de Subway disait que je ne pouvais pas travailler avec d'autres marques. Même si je ne publiais pas le contenu sur ma page. Là, McDo m'a approché, ils m'ont dit, Steve, on veut travailler avec toi. Là, j'ai dit, je suis désolé, je suis signé avec Subway pour encore 1 mois. Ils m'ont dit, OK, c'est correct. Moi, ils m'ont même pas dit qu'ils vont attendre. Ils m'ont dit, OK, prochaine fois. Oh, OK. 1 mois plus tard, je reçois le email de McDo. Ils m'ont dit, OK, Steve, on va faire une campagne avec toi. C'est là que j'ai fait, OK, I made it. OK. C'est parfait, ça. C'est parfait. Écoute, ma prochaine question, j'ai oublié c'était quoi la question, mais on va continuer. Mais c'est quoi un influenceur pour toi? Écoute, j'en suis pas un. Fait qu'un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui a le potentiel de faire réfléchir les autres par rapport à le contenu qu'il crée ou le contenu qu'il verbalise plutôt, tu vois. Fait que d'influencer plutôt la manière que quelqu'un peut penser. Puis ça peut être très subtil, bien sûr, tu vois. Puis je préfère quand c'est très subtil. Comme toi, quand tu fais tes vidéos par rapport à la bouffe, ça me donne envie de visiter ces restaurants. Tu comprends? Ouais, je comprends. Fait que, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est vraiment ça un influenceur. C'est non seulement une question de nombre d'abonnés que tu as, parce qu'on parle beaucoup de micro-influenceurs. Tu peux avoir
800 abonnés, puis le nombre de personnes qui est engagé à ta page fait de toi un influenceur en quelque sorte. Totalement. Et ça a peut-être beaucoup plus de valeur qu'un influenceur qui a 1 million, tu vois. Totalement. Fait que je pense que, ouais, à mon avis, je dirais que c'est ça, être un influenceur. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ça? Moi, je trouve que tu as tout dit. Parce qu'en fait, moi, je suis dans la mentalité que tout le monde peut être un influenceur. Genre, j'ai un ami à moi qui n'est pas vraiment sur les réseaux sociaux, puis il va me dire « Hey Steve, cette caméra-là est trop sick, il faut que tu l'achètes. Si je finis par l'acheter, il m'a influencé comme tel. Mais c'est clair que dans l'époque, dans le temps qu'on est présentement, un influenceur sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelqu'un maintenant qui utilise sa plateforme pour influencer les gens. Ma question maintenant, c'est est-ce que tu penses que c'est là pour durer réellement? Ah ben oui, je pense que... Ma question elle semble être contre-intuitive, là, bien sûr, mais est-ce que tu penses que c'est là pour durer? C'est quoi la dernière phrase que tu as dit? Là pour durer? Exactement. Je pense que oui. Je veux dire, peut-être pas exactement comme qu'est-ce qu'on voit maintenant. Il y a beaucoup de changements en termes de c'est qui les influenceurs. Je veux dire, surtout au Québec, on a des téléréalités qui créent des influenceurs, mais est-ce que ces influenceurs-là sont là pour durer? Pas totalement, comme tel. Mais je pense qu'il y a, comme tout métier, il y a un shift, comme tel. Moi, le côté que j'ai pris, créateur de contenu, je pense, en tant que créateur, il y a une plus longue durée qu'influenceur. Parce que tout le monde aura toujours besoin de contenu. C'est quoi la différence réellement pour toi entre ces deux-là? Parce que pour moi, j'ai l'impression que l'un est l'un et l'autre. OK, so, yo, guys, breaking news, OK? Il y a des influenceurs qui ne savent pas créer du contenu, OK? Déjà ça, moi, quand j'ai vu ça, j'étais saisi, OK? So, pour moi, un créateur de contenu, c'est quelqu'un que... Ça peut être un blogueur, ça peut être un photographe, un vidéographe. C'est quelqu'un que tu peux lui donner un outil, comme un téléphone, une caméra, il peut créer de quoi avec. Mais qui n'est pas nécessairement un influenceur. Pas nécessairement un influenceur du tout. Tandis qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui utilise sa plateforme pour influencer. Mais il y a des influenceurs que j'ai vus live à Montréal que, yo, tu leur donnes un téléphone, ils ne savent même pas comment prendre des vidéos, là. Fait que dans le fond, il y a des influenceurs qui n'ont pas de valeur ajoutée, alors qu'il y en a d'autres. Non, je dis pas ça. Wow, wow, wow. Essaie pas de me lancer dans un trou, là. Si tu es considéré influenceur, c'est techniquement, tu as peut-être une valeur à ajouter. Tu as une certaine présence que le monde va en apprendre plus sur toi. Il y a des influenceurs qui peuvent juste se réveiller le matin puis parler à la caméra. Puis c'est ça leur contenu. Pour moi, est-ce que c'est des créateurs de contenu? Moi, je trouve pas. Mais pour eux, je veux dire, c'est ça qui nourrit leur influence. Puis de l'autre côté, tu as des vidéographes qui sont malades, ils prennent une caméra, ils font de quoi de fou, mais ils ont peut-être comme 100 abonnés. Mais leur contenu, c'est magnifique. Exactement. Je vais aller sur une dernière phrase, dernière question là-dedans. C'est ce que je remarque beaucoup, c'est que les influenceurs deviennent de plus en plus des organisations. Ils se comportent un peu comme tels, tu vois. Plus de gestion à l'intérieur. Puis on peut le voir aussi avec, j'oublie c'est quoi le nom de cet influenceur, mais son entreprise qu'il a créée qui est 14 Info. Ah, Autotran. Autotran, exactement. Autotran, qui bat des records extraordinaires sur les réseaux que même les médias traditionnels ont de la difficulté à enregistrer sur les réseaux sociaux, tu vois. J'ai l'impression que ça se passe. Est-ce que tu as l'impression que bientôt, plutôt, il y aura un clash entre les réseaux traditionnels et le réseau des influenceurs sur les réseaux sociaux? Un clash, je pense pas. Je pense pas totalement. Je veux dire, même Autotran avec son 14 Info, je trouve que c'est très bien qu'est-ce qu'il fait, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui disent que c'est pas authentique encore. Il va montrer des nouvelles, puis il va mettre des publicités à travers ces nouvelles comme telles. Alors, moi, je pense que le plus important dans tout ça, c'est que, oui, il y a le média traditionnel. On parle, mettons, d'un Radio-Canada, d'un TVA et tout ça, que malheureusement, présentement, à cause de la loi qui est arrivée avec Google et tout ça, c'est tough avoir accès aux nouvelles maintenant. Moi, je trouve ça chiant, personnellement. Puis je parlais à quelqu'un hier que je dois faire mes recherches pour trouver des nouvelles. Comme je dois me réveiller le matin, aller sur Internet, aller sur TVA pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Parce que c'est vrai que le 14 Info va être là. Ben, est-ce que ça donne vraiment toutes les nouvelles? Je pense pas. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que oui, pour la question quand ça vient à organisation, si tu es smart en affaires, of course que tu vas faire une organisation autour de toi. Je veux dire, moi, je vis dans la créativité, right? Alors, c'est évident pour moi que j'ai ouvert un studio. OK, là, j'ai fait un studio photo, mais on dirait que je peux être encore plus créatif. J'ai fait un studio podcast. Puis là, ma copine, elle travaille avec moi temps plein. Puis on fait la gestion des fois de contenu pour des clients comme tel. On crée du contenu. Mais en même temps, petit à petit, j'ai commencé à gérer des influenceurs. So, je pense que si tu es un créateur de contenu ou un influenceur qui donne une certaine présence, le plus smart, c'est de profiter de ça puis bâtir une entreprise autour de ça parce que c'est une business à la fin de la journée. C'est exactement là où je voulais m'en venir. C'est le côté business de la chose. Très souvent, quand tu fais une business, en fait, on te conseille dans les structures traditionnelles
fais ton plan d'affaires, fais tes prévisions financières, et ainsi de suite. T'es pas dedans du tout, ça sent juste... J'en suis persuadé que t'es pas dedans. Comment tu fais? Exactement. Pas de plan d'affaires. Comment tu fais? Ouais, j'avoue que tu m'as eu sur ce coup-là. Pas de prévision financière. Mais peut-être J'avoue pas... que tu m'as eu sur ce coup-là aussi. Mais en fait, non, je mens. OK? Pas de plan d'affaires, c'est clair que je fais pas de plan d'affaires comme tel pour mon côté influenceur. Ça je l'admets. Mais pour moi, j'ai un plan de contenu. Ouais. J'ai un plan de, OK, c'est quoi qui se passe cette année? C'est quoi les séries que je veux sortir? Puis c'est quoi qui se passe? Okay. Maintenant, pour qu'est-ce qui est prévision plus financière, quand tu penses, c'est difficile parce que quand tu es un influenceur, si maintenant tu veux juste vivre de ça, tu dépends des brands qui te payent. Tu sais jamais quel brand qui va te choisir pour te payer. C'est pour ça que j'ai créé le studio, c'est pour ça que j'ai fait le podcast. C'est à cause que je peux pas juste dépendre qu'un brand me paye. Exact. Je t'explique un exemple. OK, je travaille avec McDo. OK, ben McDo, l'année prochaine, il y a peut-être un autre partenaire qu'ils vont dire, oh, on l'aime plus lui que Steve. Puis ils vont donner le contrat. So, je peux pas baser mon année sur le fait que je pense que je vais avoir un deal avec McDo. Fait que ce que tu fais, tu utilises ce que tu fais comme levier pour créer de la vraie business, justement. Mais oui, j'utilise comme levier pour faire la vraie business, mais aussi j'essaie de garder le plus possible ces connexions-là que j'ai avec les brands. Et il y a certaines compagnies que j'ai réussi à bâtir des contrats à long terme, des contrats de 1 an. Ouais. Alors, au lieu que ce soit une publication, c'est 4 publications sur 1 an. Ouais, et ça, pour moi, c'est la vraie valeur. Exactement. J'ai vu des vidéos de toi avec ta copine où vous faites des voyages à Montréal, mais aussi à l'extérieur, puis vous goûtez un peu de tout. C'est pour ça que j'ai fait l'intro en disant que tu étais le grand mangeur. Ah ben oui, non, j'aime manger là. J'aime manger. Je pense qu'on est chanceux d'être à Montréal, une ville multiculturelle, une ville avec tellement de différentes cultures, tellement de différents plats, tellement de restaurants. Ouais. Je pense, honnêtement, j'ai quand même voyagé dans la vie. Tu sais, j'ai quand même fait une couple de pays. Dans la vie aussi, j'ai eu un petit cheat code. Okay? J'ai déjà été agent de bord pendant 1 an. Sur ça rajoute un petit extra. Ça aide. Comme ça. Mais je trouve qu'avec les villes que j'ai voyagées, je peux dire que Montréal, selon moi, c'est une des meilleures villes quand ça vient à la nourriture. Là, moi, je te le dis tout de suite, pour de vrai. Je te le dis tout de suite, j'étais à Atlanta. Catastrophe. C'est pas bon? Désert alimentaire. Tout était frit. Non, mais l'affaire, c'est les États-Unis. Yo, bro, tout était frit. Ça fait pas de sens. Mais t'es déjà allé dans un autre pays que Canada, États-Unis? Oui, j'ai déjà été en France. En France, la bouffe était comment? La bouffe était... J'ai mangé l'escargot la première fois de ma vie. C'est pas bien. Avoue que c'est bon. Bro, c'est bon, l'escargot. Bon, c'est ça. Man. Ou d'autres? Bon. J'ai été au Mexique. Et au Mexique, c'est bon là-bas. Ouais, Mexico City? Oh, non, pas Mexico City. Cancun. Moi, j'ai adoré. Ben, Mexico aussi, c'est nice. C'est la place où j'irai chaque jour si on me dit tu as juste à une place dans cette vie que tu peux voyager. J'irai au Mexique. Ouais. Ah non, au Mexique. Mais le Sénégal, j'ai adoré. Toi, ça, je suis pas encore là encore. Ouais, j'ai adoré la bouffe, gars. J'ai mangé de la bouffe avec des feuilles de palmier. En Haïti, on faisait des cerfs-volants avec ce truc-là, là. Mais on le mange. T'imagines? Des cerfs-volants à ton assiette. Ouais, c'est fou pour de vrai. Je te dis, c'était tellement. Les palmiers, c'est multi-utilisation, man. Yo, le poisson, j'ai des chairs de poule en parler, man. J'ai les poissons que j'ai mangés là-bas. Ah, c'était bon. OK, mais toi aussi, tu es un foodie. Oh, oui, j'adore. J'adore manger. Je t'inviterai au Black Forest. Ouais, tu m'as dit Black Forest, je suis down. Je t'inviterai au Black Forest. C'est vraiment c'est une place à aller. L'exemple. Tu as vu, tu es allé au Sénégal, la nourriture était bonne. Tu es allé au Mexique, la nourriture était bonne. Tu es allé à Atlanta, là-bas, la nourriture était trop frite comme telle. Là, on pense à Montréal. On a des restaurants sénégalais. On a des restaurants mexicains. On a de tout. Puis c'est pas pour rien qu'on n'a pas de restaurant d'Atlanta. On n'a pas de restaurant américain. On en a, ouais, on en a, mais qui va là-bas? Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme c'est pas utilisé là comme tel. Ouais, exactement. Ouais. En fait, dis-moi, tantôt avec quand je parlais de ta copine, je voulais voir un peu comment tu gères la business, étant donné que c'est une business que tu gères. Of course. Avec ta copine. Comment tu arrives à gérer ça? Est-ce qu'elle aussi, c'est une influenceuse? Non, ma copine, c'est pas une influenceuse, mais c'est une créatrice de contenu, tu vois. So, c'est là que tu peux voir la différence entre les deux. Ma copine, je veux dire, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Quand je l'ai rencontrée et tout, elle était vraiment pas dans cet univers-là, comme tel. Puis, on a commencé à... on avait des sorties, des invitations resto et tout ça. Puis, éventuellement, j'étais comme, OK, ben, est-ce que tu peux m'aider à filmer? Puis, j'ai réalisé que, premièrement, elle apprend très vite. Deuxièmement, elle a l'œil pour ça. Et troisièmement, je veux pas insulter mes partenaires avec qui je travaille souvent. Mais personnellement, pour mon contenu, je trouve que ma copine, c'est la meilleure après moi pour me filmer. Damn, OK. So, quand ça s'est arrivé, je veux dire, premièrement, je suis toujours avec elle. Deuxièmement, elle filme bien. So, c'était un choix naturel pour nous de voir comment on peut travailler ensemble. Maintenant, travailler ensemble, ça veut dire qu'elle a laissé son emploi qu'elle avait pour venir full-time dans mon entreprise. Mais
sa job, c'est pas juste me filmer. Là, on s'entend, ma copine, elle gère les créateurs de contenu, elle fait des vidéos pour des clients. Comme ma copine est organisée, moi, je suis pas organisé. Moi, je suis créatif. Je pense que tu vas devoir m'expliquer un peu plus la structure de ta business. Quand tu dis que ta copine gère les créateurs de contenu, ça vient chercher quelque chose. J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? So, déjà là, on va séparer la business en deux. Ma business que j'ai, moi, ça s'appelle Groupe Steve Daniel. Puis l'autre business, c'est les studios archétypes. So, je vais commencer le plus facile. Le studio archétype, c'est vraiment moi et mon ami Pavel. Ma copine, elle n'a aucun rapport dans ça. On a un studio photo, un studio podcast, puis là, un nouveau studio à devenir. Maintenant, si on va sur le groupe Steve Daniel, c'est moi en tant que créateur de contenu. Ça, c'est le main bread and butter, comme tel. Deuxièmement, on a la création de contenu pour des clients. Alors, quand un client a besoin de vidéographe ou photographe, ou quand tu dois produire de quoi, par exemple, on a fait des vidéos pour Narcity dans le passé, des vidéos pour DoorDash. C'est ce point-là. Et les entreprises qui en manquent, qui sont en panne de créativité, quoi. Ouais, exactement. Ou qui ont besoin d'une équipe sur place pour les aider. Je veux dire, un des clients qu'on a beaucoup aidé cette année, c'était la Fondation Evenco, puis c'était un des meilleurs contrats, puis c'était amazing. OK, vous avez fait quoi comme ça? C'est eux, dans le fond, ils font des dons d'instruments dans les écoles de musique. Alors, pour chaque contrat, moi, j'allais avec ma copine, elle faisait le reel, puis moi, je faisais la vidéo avec la caméra traditionnelle, comme telle. So, ça, c'est ça. Puis le troisième point, c'est récemment, on a commencé à gérer des influenceurs. Alors, il y a des personnes qui ont l'influence et tout ça, mais ils n'ont pas, de un, la mentalité business, ou de deux, le temps de s'en occuper. Alors, nous, on vient pour les aider, que ce soit avec les courriels, que ce soit avec les plans, les concepts pour les collaborations, ou même juste la facturation comme telle. Fait que c'est plus comme un agent. Vous n'êtes pas comme une agence. C'est comme un agent. Exactement. Ouais, une agence. OK, quand même, c'est très intéressant. Ouais. Est-ce que ça existe déjà à Montréal, ce type de ben oui, il y en a beaucoup à Montréal. C'est fou. Il y en a tellement à Montréal, mais je trouve qu'il y en a zéro qui sont là pour la diversité. Je veux dire, quand tu regardes beaucoup les agences d'influenceurs, pas les agences de casting ou les agences d'acteurs, les agences d'influenceurs, je trouve qu'il y en a beaucoup à Montréal, mais ils n'ont pas vraiment de diversité. Nous, on essaie de, petit à petit, bâtir une agence qui va montrer la diversité. Tu sais quoi? Pourquoi, à ton avis, ils n'en ont pas vraiment de la diversité? Ben, je veux dire, on est au Québec. Je veux dire, quand tu regardes les réseaux sociaux et tout ça, quand tu regardes la représentation des créateurs de contenu, je veux dire, que tu le veuilles ou pas, ceux qui sont plus successful sont majoritairement québécois. Comme tel. Il y en a quelques-uns qu'on peut dire qui sont vraiment nice de la diversité. On peut penser à une Citron Rose, une Emily Cuisine, un Steven Dorcilus, Chris Cabella, mais comme, c'est pas normal que quand j'en nomme 10, après, j'ai plus de nom à te donner, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est toi, nomme-moi en 5, genre. J'en ai nommé 4, nomme-moi en 5 autres. Je dirais Taille. OK. Je dirais toi. OK. Qui d'autre? Mon Dieu, je suis bloqué, hein? Je suis bloqué, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je suis bloqué, oui. Toutes les autres que tu as nommées, oui, j'aurais pu, mais non, c'est 5 autres. Non? Ouais. Tu vois, c'est ça le problème. Puis après, si je te dis nomme-moi en 10 qui sont québécois, c'est beaucoup plus facile. Tu peux juste penser à Occupation Double, tu peux penser à ce que tu vois à la télé. Je saurais pas faire mieux pour toi. Ah ouais, OK. Donc, mais... Je saurais pas mais faire mieux. Mais t'es pas dans le milieu. Je suis pas dans le milieu, puis les peu que je suis sont sur ma page, puis ils me font du bien. J'ai pas besoin d'avoir plus. Exact. Et ainsi de suite, tu vois. Fait que, surtout que j'ai fait un ménage sur mes pages Instagram, là, sur ma page Instagram. Mais les peu que je suis me font du bien, puis... c'est suffisant. Écoute, je vais passer au hot question, d'accord? Parce que je trouve qu'il y a des questions là-dedans qui sont très pertinentes. Des hot questions? Exact. C'est quoi, c'est hot wings? Sur les wings. la prochaine fois, je t'invite. Je te jure, il y aura des wings. Okay. Écoute, la première, c'est faut-il avoir un certain profil en tant que personne noire pour être influenceur? Non, je pense pas. Avec les grandes entreprises, les grandes organisations. Oui, OK, là, oui. Telles que Subway, là, tu as changé la question. Exactement. Parce que déjà là, tu peux être influenceur. OK, on va aller encore plus deep dans qu'est-ce qu'on parlait d'influenceur. Tu peux être un influenceur sur les réseaux sociaux, avoir des centaines de milliers d'abonnés, et je l'ai vu, mais même pas travailler avec des brands. Right? Moi, pour moi, je le dis déjà, puis je le dis toujours au monde, je serais tellement fâché, je serais tellement déçu si, mettons, j'avais 1 million d'abonnés, puis j'arrive même pas à closer un deal avec un brand. Pourquoi, à ton avis? C'est une business, man. Ouais? Oh, c'est une business. So, tu travailles tous les jours, tu as autant d'abonnés, mais surtout au Canada, tu peux même pas faire de l'argent avec ça si c'est pas avec des brands. Comme sur TikTok, t'es pas payé. Sur Instagram, t'es pas payé. OK, YouTube, t'es payé. Mais t'es pas payé sinon. C'est tough, là. Mais raison pour laquelle aussi qu'il faut créer ses propres business. Ça, c'est ça, t'as raison. Je veux dire, t'as 100 000 personnes qui te suivent. Je veux dire, si c'est du monde authentique, c'est pas des fake likes ou des fake followers, tu vois. Parce qu'il y en a, justement, il y a une influenceuse en France ou en Europe, en tout cas, que je suivais plutôt.
J'avais liké l'un de ses posts, mais la majorité des gens qui likaient mes posts, en fait, 100% des gens qui likaient mes posts, c'était toutes des faux comptes. Yo, je te jure, il y en a beaucoup qui achètent des fixes abonnés. Il y en a beaucoup que ça leur monte à la tête aussi. Mais je pense que, de un, oui, il faut un certain profil si tu travailles avec des brands parce qu'il faut que tu sois brandable. Il faut que les brands te voient et soient comme, ah ben, tu vois, lui, il pose une belle image pour notre brand. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir 100 000 abonnés, puis tout ce que tu fais, par exemple, c'est te déhancher puis danser en caleçon sur les réseaux sociaux. Oui, tu vas avoir beaucoup d'abonnés, tu es considéré comme un influenceur, mais je veux dire, c'est des fois, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est à vous de nous dire. Mais je veux dire, il y a des compagnies qui ne veulent pas se mêler avec des personnes qui mettent la nudité sur leurs réseaux sociaux. Sauf peut-être Fruit of the Loom, tu vois. Peut-être Fruit of the Loom. J'ai jamais vu aucun influenceur au Québec travailler avec Fruit of the Loom. Mais oui, Fruit of the Loom, ça peut marcher. Ou, mettons, si tu parles de politique aussi. C'est moi, j'ai vu beaucoup de contrats d'influenceurs que dans le contrat, ça dit que pendant la durée de la campagne, on ne veut aucun point de vue politique. Parce que la brand te fait confiance à s'associer à toi. Exactement. Comme tel. Puis la brand elle-même, il ne parle pas de politique. Quoi, ouais. Est-ce que... Ça, c'est les questions de Metsaïka en passant, d'accord? Fait que c'est des questions vraiment top. Je sais déjà ce que la question d'abord. Si tu as la misère à la dire comme ça, je pense que je sais c'est quoi tu t'en vas. En fait, l'idée vraiment, est-ce que tu as déjà eu à minimiser, on pourrait dire, ton blackness pour pouvoir avoir une collaboration? Non. De un, c'est fucked up. Ou du moins, est-ce que tu y as déjà réfléchi à dire... Ouais. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai vu des créateurs minimiser mon blackness. Mais je trouve que qu'est-ce qui m'a rendu où je suis, c'est que comment je suis sur mes réseaux sociaux, c'est comment je suis live en personne. Alors, quand on dit minimiser le blackness, dans ma tête, j'ai quelques exemples de qu'est-ce qui pourrait rendre quelqu'un plus black en question. Mais moi, dans mon contenu, je veux dire, je vais sortir le quête quand je vois quelque chose de bon. Ouais. Mais mon parler, je veux dire, mon parler, il reste qui je suis. Faut pas le cacher aussi. Je suis allé à une école secondaire où on était 3 blacks. so, je vois c'est quoi la game comme telle. Puis après, j'ai fait mon université ici à Concordia. Mais je veux dire, j'ai jamais eu besoin de minimiser mon blackness pour avoir des collaborations. Mais je sais que pour certaines personnes, ils doivent minimiser leur blackness, malheureusement. Comment, à ton avis? Pourquoi tu dis certaines personnes? J'ai besoin de comprendre comment... Yo, écoute ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit une fois que... Une chance qu'on m'a jamais mis ça sur le contrat parce que j'aurais dit non. Que pour le contrat, il voulait que la personne, quelqu'un de black, prend un accent un peu plus québécois. Yo, ça, c'est wild. Tu comprends? Mais, ouais. Ça, c'est plus que minimiser un blackness. C'est qui la marque qui a dit ça? Je sais pas c'est qui, mais des fois, juste regarde tes réseaux sociaux, regarde des sponsor ads, puis regarde la personne qui parle, puis écoute cette personne-là sur son contenu d'habitude. Tu comprends? J'ai quelques personnes en tête des fois que je le vois aller, mais minimiser, je veux dire, on est à Montréal. Montréal, c'est une culture... Tout le monde est, comme la nourriture, tout le monde est entremêlé ensemble. Je veux dire, il y a des Québécois qui parlent mieux créole que des Haïtiens. Ouais, c'est fou. À Montréal, tu peux pas parler créole juste avec tes amis pour pas que les autres t'entendent. Là. Tu comprends? Tout le monde va t'entendre, quoi. Je pense pas que tu as besoin de minimiser ton blackness, mais quelque chose qu'il faut garder en tête qui est important, c'est qu'il faut au moins que tu soignes ton allure. That makes sense, comme tel. Right? Si tu n'es pas présentable, je veux dire, les brands, ils voient là, des fois. Là. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas être en caleçon, en train de bouger tout le temps. Mais ça, c'est un exemple rapide en tant que président de Fruit of the Loom. Ouais. Tu sais, juste pour te dire que le nombre d'abonnés peut actually rien changer sur ton nombre de brand deals. Mais je pense que c'est ta personne qui tu es. Moi, je pense un des points importants pour moi, c'est storytelling. J'adore faire du storytelling. J'adore parler. J'adore amener une idée, un concept, mais je veux que tu comprennes de où ça sort. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait différence. Tu fais ça bien, surtout quand tu parles des plats où tu visites et tu racontes l'histoire un peu de là où le plat vient, justement, tu vois. Exactement. Tu fais ça bien. En fait, tu sais, ma dernière question, c'est, avec tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années, tu as commencé avant la pandémie, right? Ouais. Si tout était à refaire, est-ce que tu aurais fait la même affaire? Comment tu aurais refait? Mais je pense que avant la pandémie, j'étais vraiment un créateur de contenu lifestyle. Puis je faisais du contenu en français et en anglais. So, j'essaie vraiment de frapper tous les bords. J'étais comme, OK, je suis un panel lifestyle, mais je peux faire la bouffe, je peux faire les voyages, puis je parle en français et en anglais. So, pour moi, j'étais comme, je me couvre toutes les bases possibles. Ouais. Pendant la pandémie, j'ai fait un choix que j'étais créateur de contenu en français, plus sur la nourriture. Puis c'est vraiment de là que tout a vraiment explosé. Alors, si je devais faire un choix, si je devais faire un choix, puis revenir dans le passé, je serais juste allé directement en français, nourriture. C'est quand même fou pour de vrai. Ouais. C'est quand même fou. Pourquoi je dis ça? C'est que de manière générale, les gens dans leur tête qu'il faut absolument que ça soit en anglais pour que ça fonctionne.
de manière générale, pour bien fonctionner, surtout quand on parle de la télé ou des choses comme Totalement. ça. Il faut être en anglais. Fait que toi, tu arrives à performer au Québec avec toi, ta femme à temps plein. Ouais. Tu arrives à performer tout de même en étant seulement en français. Mais je pense que aussi, c'est un petit chico de ma femme, ça m'aide beaucoup dans la créativité parce que quelqu'un de créatif avec moi comme ça aide beaucoup. So, déjà, être temps plein créateur de contenu, c'est un cheat code. Il y a beaucoup de créateurs de contenu ou influenceurs qui ne sont pas temps plein. C'est clair. Alors, tu n'as pas ton 100% de capacité d'esprit à te concentrer sur l'art de la création de contenu, l'art d'être influenceur comme tel. So, ça, c'est un. De deux, le choix que j'ai fait de parler en français au Québec, c'est que tu le veuilles ou pas, je suis au Québec. Exact. Les Québécois, je le vois au studio tout le temps. Les Québécois aiment le monde qui parle français comme tel. Puis, si je commence à faire du contenu en anglais au Québec, je suis plus un créateur de contenu anglophone québécois. Je suis rendu un créateur de contenu anglophone canadien, peut-être même créateur de contenu anglophone nord-américain. Parce que mon contenu va aller aux États-Unis, tout ça. Exact. En restant en français québécois, c'est nice parce que là, je bâtis une clientèle à Montréal, Québec. Alors moi, par exemple, sur mes 50 000 abonnés total que j'ai 90% qui sont Canadiens. Canadiens québécois, parce que c'est majoritairement des Québécois. Ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, mais le all over the place comme tel. Est-ce que tu penses pouvoir, pas pédaler en arrière, mais y revenir à un moment donné dans ta vie de, écoute, j'ai envie de plus de défis, j'ai envie de passer plus international avec l'anglais? Ah, ben oui, totalement. Des fois, j'y pense, mais je veux dire, je trouve que j'ai pas encore fini avec le français. Je trouve que j'ai tellement de concepts en tête pour faire le français. Je veux dire, il y a beaucoup plus de chances que je fasse du contenu en français encore avec des sous-titres anglais que je décide de faire le jump en anglais. En plus, il y avait une émission que tu avais créée. J'ai oublié c'est quoi le nom là, mais j'aimais beaucoup Storytime. Storytime. Ça revient quand? Storytime, je sais pas. C'est pour ceux qui regardent Storytime, je trouve que c'est ça qui m'a donné quand même une belle plateforme pendant la pandémie. C'est j'invitais du monde au studio à venir raconter une histoire. Le monde aime les histoires. Puis, si jamais tu t'ennuies vraiment de Storytime, il y a une nouvelle émission qui sort à la télévision que je trouve que, comme par hasard, c'est le même concept où c'est du monde random qui vient raconter une histoire. Je dis ça, je dis rien, OK? Quelle télévision je regarde pas? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le reel qui disait on aimerait inviter du monde, que c'est pas des comédiens à venir dire leurs histoires pour qu'on en rie. Puis j'étais comme... Ah, puis eux autres, ils ont quoi comme budget? Ils ont un gros budget. You know? Mais je veux dire, Storytime, j'avais vraiment adoré ça. Mais... pour vrai, ouais, j'aimerais ça le refaire, for sure. Qu'est-ce qui t'en empêche? Yo, le temps, c'est occupé, le temps, là. Ça, c'est clair. Tu sais, t'as les studios. On ouvre un nouveau studio. Je veux dire, en même temps, comme c'est cool que je travaille avec ma copine temps plein, mais il faut trouver du temps aussi pour nous. Ça, c'est parce clair. que tu peux facilement te faire absorber par le travail. Je pense que ça, c'est quelque chose que le monde ne réalise pas. Mais pour moi, quand je sors, tout est opportunité de créer du contenu. Quand je suis dans le métro, OK, mais si je débarque à ce métro-là, c'est pour créer du contenu. C'est clair. Ou quand je suis dans le métro, j'édite mes vidéos dans le métro. J'arrive chez moi, j'ai d'autres concepts, je dois éditer des podcasts, X, Y, tu comprends? So, je veux dire, je pense que il y a trop de projets dans ma tête. Si tu étais dans ma tête live, là, tu serais comme, yo, Steve, yo, qu'est-ce qui se passe, là, comme tel. Mais ouais. En tout cas, quand Storytime va revenir, let me know. J'ai pas d'histoire à raconter, je suis un très mauvais. Je suis sûr que tu as une histoire. Très mauvais là-dedans. Tout le monde a des Storytime à dire. Ouais, j'ai une histoire à raconter, mais il faudrait l'autorisation de ma fiancée pour ça, tu vois. J'ai une question pour toi quand même assez importante. Tu vois, quand on crée de la business, on va sur QuickBooks, on fait nos devis et tout ça, mais c'est pas dans le milieu de l'influence, c'est peut-être pas de cette même manière-là. Comment tu construis tes contrats? Comment tu analyses tes contrats pour pas te faire avoir, on pourrait dire, grosso modo? Tu sais quoi, ça c'est une très bonne question. Je veux dire. Et combien tu charges aussi? On veut les chiffres là. Ben ouais, je peux te dire les chiffres aussi. Comme par exemple le McDo, ils t'ont payé combien? Yo! Les chiffres, ils t'ont payé combien? Yo, on veut savoir là. Mais on va commencer avec les contrats, puis si on a du temps après 10 minutes, on pourra parler des chiffres. Let's go. On va commencer avec les contrats, tu vois? Parce que déjà là, combien je charge n'est pas important. Okay. Parce qu'en business, guys, petit truc de business, le premier qui dit le prix, il perd. Sauf si je te dis combien je charge maintenant, peut-être je me tire dans les pieds, là. Parce que, yo, je vais te dire, OK, meilleur exemple, après on va au contrat. Meilleur exemple. Okay. Il y a une compagnie qui vient me voir, et Steve, on veut que tu fasses une vidéo pour ci, pour ça, combien tu charges? Là, j'avais lu, je pense, sur Internet, ou un podcast qui disait le premier qui dit le prix, c'est le premier qui perd. So, dans ma tête, à ce moment-là, je commence, j'ai chargé 2000$. C'est quoi ce podcast, man? Faut que Yo, tu je pense que c'était comme Grant Cardone, pour être honnête avec toi. Okay. So, je suis comme, dans ma tête, je l'aurais fait pour 2000$. Mais je leur ai dit, mais c'est vous, c'est quoi votre budget? Puis il me dit, les budgets sont un peu serrés. 12 000, est-ce que ça te convient?
Tu comprends? T'es passé de 2 000 à 12 000. Oui, j'ai fait cette collaboration-là à 12 000. Sur ceux qui écoutent, oui, 12 000, OK? Ça, c'est le seul prix que je donnais. Comme ça, je ne me tire pas dans les pieds pour d'autres contrats. Je ne vais pas dire combien McDo m'a payé X, Y, Z. Bon, cela dit, quand ça vient au contrat, c'est vrai que cette game-là est tellement difficile parce que, les contrats sont longs, là. Maintenant, il y a peut-être 3-4 points que je check vraiment dans les contrats. Le premier point que je regarde beaucoup dans le contrat, c'est quoi qui doit être fait. Parce que des fois, il y a des compagnies qui font des petites vites. Ils vont dire, OK, on veut un Reel, on veut un TikTok. Le Reel a un prix, le TikTok a un prix, les Stories ont un prix. Okay. Moi, je me suis fait avoir une fois qu'une compagnie québécoise d'une banque, Coop, bon, toi, c'est bon, qui m'ont dit, Steve, on aimerait que tu fasses un Reel, mais que tu repartages... Non, on dirait que tu fasses un TikTok, mais tu repartages ton TikTok sur ton Instagram. Okay. So, dans ce temps-là, j'ai fait, est-ce que tu as besoin d'une vidéo postée sur TikTok et Instagram? Ils m'ont dit, non, on veut une vidéo sur TikTok que tu vas repartager sur ton Instagram. So, dans ma tête, j'ai dit, OK, so, tu veux juste que je partage la vidéo TikTok en stories? Ils m'ont dit, oui, c'est chill. Okay. Là, maintenant, le contrat arrive. Je signe le contrat. Dans ce temps-là, je fais une petite erreur. Je pose le TikTok. Et Steve, c'est quand tu repartages ton TikTok sur Instagram? Je suis comme, il est dans mon story. Il m'a dit, non, dans le contrat, tu dois partager sur ton feed. Ah, là, ils m'ont eu. Ouais. Là, ils m'ont eu. Puis là, j'étais fâché parce que mon prix Instagram est beaucoup plus cher que mon prix TikTok. Mais si tu voulais ça, je veux dire, je t'aurais chargé les deux prix. Fait que dans le fond, c'est le même rule, c'est juste que tu le partages différemment. Non, mais. Tu peux le partager différemment. Ouais, c'est juste que tu payes un prix pour Instagram, tu payes un prix pour TikTok. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé le prix de TikTok pour que je le mette sur les deux. Puis ils m'ont dit, oui, ça sera un story. So, première chose, c'est important dans le contrat, trouver c'est quoi. Moi, j'appelle ça le scope of work. Est-ce que c'est des stories? Est-ce que c'est un Instagram? Est-ce que c'est un TikTok? Deuxièmement, il y a aussi l'aspect que tu peux charger plus, qui peut t'aider à monter le prix. C'est des fois le contenu les compagnies veulent booster ton contenu. Tu peux charger pour qu'ils boostent ton contenu. Parce que s'ils boostent ton contenu pendant 3 mois, tu peux leur charger 3 mois. Fait que pour booster ton contenu, tu dois payer. Ils payent. Eux, ils te payent. Eux, ils vont déjà payer, mettons, Meta pour booster ton contenu. Mais si tu payes Meta pour booster mon contenu, paye-moi aussi. Exactement. C'est mon contenu que tu boostes. So, tu peux charger pour ça. Et troisièmement, l'exclusivité. Ça, c'est, je pense, le point le plus important. Dans le passé, quand on a parlé de la collaboration avec Subway, même si c'était des photos, puis c'est pas moi qui devais publier, j'avais une exclusivité. Si j'avais décidé de prendre le deal McDo, j'aurais fait un problème avec McDo et Subway parce que j'aurais pas respecté mon exclusivité avec Subway. Et McDo, j'aurais peut-être dû enlever ma publication McDo. Tout serait sans dessus-dessous. Mais les pénalités ressemblent à quoi? Des fois, c'est annulation de contrat direct. Annulation, OK. Direct. Okay. Fait que ils arrêtent de te payer. C'est comme, c'est annulé. On ne paye pas. Ça t'est déjà arrivé? Non. OK. Thank God. Thank God. Est-ce que tu connais d'autres personnes? Oui, j'en ai vu. J'en ai vu personne, mais j'ai vu des annulations de contrat. Mais c'était peut-être pas pour l'exclusivité. Des fois, c'est... Dans le contrat, tu vas aussi regarder c'est quoi le timeline, pour quand ils ont besoin de contenu. Puis j'ai vu des personnes perdre des contrats parce qu'ils ne respectaient pas le timeline que la brand voulait. Je trouve ça quand même assez dangereux, ces contrats-là, pour les influenceurs de nos communautés et pour nos communautés, justement, qui travaillent et qui n'ont pas le droit de dire certaines affaires. Mais si certaines choses se passent dans nos communautés, ces gens-là ne parleront pas. Right? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, comme par exemple George Floyd qui était devenu assez politisé, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y avait des influenceurs à ce moment-là qui étaient sous contrat, qui ne pouvaient pas en parler, justement? Ça se peut très bien. Qui fait que par la suite, ils se sont tirés une balle dans le pied, justement, parce que les gens qui les suivaient s'attendaient à ce qu'ils abordent un certain sujet qui est extrêmement important pour toute la communauté, mais ils ne pouvaient pas en parler parce qu'ils étaient sous contrat. Moi, je pense que oui, totalement. Moi, dans le temps de George Floyd, j'en avais parlé comme tel, puis j'avais pas de contrat. Puis dans ce temps-là, je veux dire, il n'y avait pas... Je peux être honnête avec toi, dans ce temps-là, il n'y avait pas trop de mention de politique dans les contrats. C'est plus dans l'ère qu'on est maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, que là, c'est vraiment écrit dans les contrats. C'est après George Floyd que ça devenait... Ouais, même un peu plus après encore, là, avec ce qui se passe présentement. Parce que tu le veuilles ou pas, si tu travailles avec une compagnie, puis là, maintenant, tu es un influenceur pour eux, puis mettons, tu es associé, mettons, à Donald Trump. Exemple. Je veux dire, la compagnie est comme, yo, c'est quoi tu fais, là? On paie pour que tu nous représentes, puis tu parles de politique, c'est pas gagnant-gagnant. Ouais, je pense que ça, c'est... Je pense que ces points-là, c'est ça les plus importants d'un contrat comme tel. Après, le reste, la propriété intellectuelle, est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça t'appartient pas? Tout le reste d'un contrat, je veux dire, des fois, il y a des contrats de 15 pages comme tel. Mais moi, je veux dire, le meilleur truc, guys, meilleur truc. OK? Créateur de contenu, je vous dis maintenant, c'est quoi le meilleur truc? OK? Tu prends le contrat,
vas sur ChatGPT, puis tu dis « What am I allowed to do? » et « What I'm not allowed to do? » Puis ChatGPT va tout te dire sur ton contrat, bro. Ça, c'est clair. Yo, c'est fou, ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Dis-moi, comment tu crées un influenceur? Mais là, va occupation double. En dehors de ça, est-ce que, étant donné que toi aussi, tu as une agence, est-ce que tu peux trouver un poulain de l'expérience, pas de l'expérience, avec beaucoup d'avenir, peut-être? Ben oui, je pense que c'est totalement. Je veux dire, un influenceur. Je peux pas sortir demain et dire, yo, je suis capable de créer un influenceur. Ça, c'est. Tu peux pas créer un influenceur, à part si t'as pas un contrôle des médias. C'est pour ça qu'Occupation Double, c'est nice qu'il y a un contrôle des médias. C'est pour ça qu'ils sont capables d'en créer. Mais je veux dire, c'est évident que tu peux voir des personnalités que je pense que tu as un potentiel. Je veux dire, moi, je donne des formations de vidéo, OK? Alors, une collaboration avec Lapus Informatique où je donne des formations sur comment faire du storytelling, comment faire des vidéos. Puis il y a 1 an ou 2, il y a un gars qui vient me voir et me dit « Yo, Steve, merci pour la formation. Laisse-moi montrer mon Instagram. » Dans ce temps-là, le panel avait 300 abonnés. Là, je regarde son Instagram, je dis « Yo, t'es bon dans ce que tu fais. » Je te connectais avec mon ami qui fallait plus les lumières, Pavel, mon partenaire de studio, shout out, que lui, il va te montrer comment mieux filmer tes vidéos en termes d'éclairage. Puis moi, je lui ai dit, ta vidéo que tu fais présentement qui dure 1 minute et demie, c'est assez pour faire 3 vidéos de 30 secondes. Juste fais ça, sois constant et je serais même pas surpris que tu vas me dépasser. 1 an plus tard, le panel m'a dépassé. Tu comprends? 1 an plus tard, le panel est rendu avec presque 40 000 abonnés. J'ai donné une collaboration dernièrement avec Canadian Tire. Comme le gars il est parti, je pense que maintenant il est rendu un influenceur. Alors oui, il y a certaines personnes que tu peux voir un potentiel, mais c'est impossible de dire que moi ou qui que ce soit, à part si tu contrôles les médias. Ouais, parce que pour contrôler les médias, ce que les gens font, qui ont un peu d'argent bien sûr, c'est qu'ils font ils engagent une agence, justement, qui crée un brand de A à Z pour eux, qui leur dit, voilà comment pitcher ton affaire, voilà comment tu dois faire ci. On va envoyer des communiqués de presse à tel média pour que tu puisses en parler. Mais dans l'ère des réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est encore plus simple. Parce que là, c'est encore plus compliqué de faire ça, mais dans l'ère des réseaux sociaux, surtout avec ce que tu fais, c'est encore plus simple de pouvoir créer des influenceurs, surtout avec du monde qui ont quelque chose à partager, justement, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Tes communiqués de presse, ton réseau est déjà assez solide par rapport à ça. Du monde qui a du talent dans nos communautés, il y en a plein. Et même en dehors de nos communautés aussi, il y en a plein. Fait que je me pose vraiment la question, est-ce que c'est plus simple de créer des influenceurs maintenant qu'il fut un temps? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que maintenant, il y a juste trop de monde, il y a trop de bruit. Beaucoup de personnes essayent, je le vois. Je le vois sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui essayent de devenir influenceurs. Puis, tu sais, ils pensent que peut-être c'est juste poster des vidéos ou partager un point de vue, mais je trouve que ça va au-delà de ça. Tu sais, c'est quoi vraiment ta mission? C'est quoi tes valeurs que le monde peut s'attacher à toi comme tel? Puis, je pense que c'est ça qui est plus important. Je veux dire, si je pouvais vraiment créer des influenceurs, ça serait le business goal. Parce que là, tu veux juste en créer et tu fais de l'argent avec. C'est clair. Mais je pense pas que c'est comme ça. Je pense pas que c'est comme ça, là, comme tel. OK, c'est parfait. Mais je pense qu'une chose que le monde devrait retenir, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être brandable? Right? Ça, c'est quelque chose que j'en parle maintenant, que c'est quand même important. Brandable, c'est le même exemple que je t'ai montré, qu'on a dit tantôt. La personne a 120 000 abonnés, la personne a 80 000 abonnés. Exact. Quand on te représente, c'est comme... comment tu peux être présenté devant les parents de ta fiancée. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une certaine manière que tu vas te mettre pour rencontrer les parents de ta fiancée. Tu as beau vivre une vie tous les jours, que tu es clean, tu es nice et tout, mais quand tu sais que tu vas rencontrer les parents de ta fiancée pour la première fois, tu vas être présentable. C'est clair. Alors, brandable, c'est vraiment être plus présentable. C'est vraiment juste ça. OK, c'est parfait. C'est quoi les conseils pour les autres influenceurs qui essayent mais qui n'y arrivent pas, que tu donnerais pour qu'ils puissent y arriver? Contactez-moi, man. Non. Mais je pense que... Non, mais c'est limite, ça. Mais si jamais, moi, je veux dire, des fois, je donne des workshops, on est au studio, puis moi, je suis pas vraiment un gatekeeper. Je veux dire, j'ai quand même donné beaucoup d'assists dans la ville comme tel, puis je trouve que c'est ça qui m'a permis de garder quand même des belles fondations avec certains créateurs de contenu influenceurs. Mais si je pouvais donner des conseils et tout, je vais dire qu'est-ce que j'ai vu dernièrement que je trouvais qui était vraiment intéressant, c'est essayer de créer du contenu que quand le monde serait à un party, ils soient comme « Yo, check qu'est-ce que la personne a posté. Tu sais, des fois, tu vas voir du contenu, tu vas dire « Yo, check qu'est-ce que la personne a posté. » Story time. Mets-toi un story time. Bro, story time. Tu comprends? So, de un, c'est créer du contenu que le monde veut le partager. De deux, essayer de tous les sens de ne pas laisser les réseaux sociaux te monter à la tête. OK? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, je pense pas. Au contraire, quand je fais une des raisons pourquoi j'ai arrêté Storytime, c'est que je n'étais pas à l'aise de me faire reconnaître dans la rue comme ça.
Oh. Parce que quand j'ai fait Storytime, il y avait beaucoup d'épisodes. Je veux dire, Storytime a fait 3 millions de vues en 2 mois sur les réseaux sociaux. So là, je suis en train de manger sur une terrasse, puis quelqu'un dit « Yo, Steve, j'ai un story pour toi! » Puis je suis comme « Yo, what the fuck? » Tu comprends? So moi, c'est le contraire comme tel. Là, maintenant, avec la nourriture, c'est plus simple. Mais tu vois qu'il y a un certain détachement entre Steve, le créateur foodie, que tu vois sur les réseaux sociaux, et qui je suis. Je veux dire, je parle presque jamais du studio sur mes réseaux sociaux. Ouais. Tu comprends? Pourquoi? Et pourtant, tu aurais pu en profiter pour le faire, de créer du contenu, le mettre davantage de l'avant. Tu as quand même une trentaine de milliers de personnes qui te suivent, quoi. Ouais, mais ça, c'est le point numéro 3. Comprendre que les réseaux sociaux, le monde, ils veulent garder ça le plus simple. Keep it simple. Si je commence à dire au monde, puis ça, c'est l'erreur que je faisais à mes débuts en anglais, que oui, je suis un gars qui est foodie, oui, je suis un entrepreneur avec les studios photo, vidéo, oui, je suis un gérant d'influenceur, oui, je suis un gars qui aime voyager, par exemple, et en plus dans le temps, j'étais DJ puis animateur de mariage. C'est trop de choses. Yo, là, t'es tu perdu. perds les gens, quoi. Sur tes réseaux sociaux, tu gardes ça le plus simple possible. Ils peuvent dire Steve, c'est X. Toi, le créateur de contenu, t'es Y. Ouais. Dès qu'une personne peut t'associer le plus simple à une personnalité, je pense que c'est ça qui va les attacher à toi. Ouais, toi, tu as dit, yo, Steve, c'est les grands mangeurs. Yo, moi, je le prends anytime. Là. Le grand mangeur. Moi, je suis content, de je suis le Montréal. grand mangeur. Ouais. Je le prends anytime. Ben oui, je mange 3-4 fois par jour. J'aime manger. Tu comprends? Beaucoup plus souvent. Tu comprends? Mais il y a pour d'autres personnes qui ne me connaissent pas à cause des réseaux sociaux. Ils vont dire, ah, ben Steve, j'ai des clients du studio qui n'ont aucune idée que je suis un gars qui fait des vidéos de nourriture sur Instagram. Ils vont m'appeler, yo, Steve, j'ai besoin de ton studio photo telle date. Est-ce que c'est dispo? Pour eux, je suis Steve, le studio owner. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu penses que le fait d'être un influenceur, ça t'a aidé tout de même à monter ce studio-là et aussi à attirer du monde à venir? Totalement. Ouais. Totalement. Je pense que quand on a ouvert le studio, le fait qu'on a montré le studio sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y a une certaine communauté aussi, qu'ils voient que aussi j'ai mis un comment je peux dire ça? J'ai mis un espace pour aider les créateurs de contenu à créer de quoi? Ça fait une différence. C'est pour ça que moi, je dis que je suis un entrepreneur créatif. Exactement. Je suis vraiment dans la créativité, là, comme Exactement, puis ça vient démocratiser. En fait, j'aimerais ça aussi parler de prix par rapport à ton podcast. Ouais. Parce que ce qui s'est passé de nous quand on a commencé à enregistrer le Black King, c'était il y a 2 ans. Et les prix... C'était où ça C'était en encore? 2021. C'était où? Je préfère même pas en parler, frère. C'était où? Je préfère même pas en parler. C'était dans le même bâtisse que mon C'était podcast? dans le même style bâtisse. Au 6e Mais étage? je préfère ne pas en parler, pas du tout, C'était d'accord? $300 de l'heure qui chargeait, je pense, juste pour audio. Frère, je Ok, on en parle préfère pas en Ok, je pensais parler. qu'on parlait des prix, D'accord? man. Non, oui, des prix, mais je préfère pas parler de ce monde-là, tu vois? C'est vrai, J'y vais pas là. Le premier qui dit prix, le perd, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est plutôt... j'ai beaucoup horreur de la médiocrité. J'y travaille même sur moi-même. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne file pas avec moi, j'essaie tout de même toujours de l'améliorer, tu vois? Et j'aime pas quand les gens voient que quelque chose ne fonctionne pas, mais pour eux, ça va bien, tu vois? Ouais, Ils je s'en comprends. foutent du genre, tu vois? Fait que j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais revenons au prix. Ok, de ton je trouvais que ça podcast. venait du cœur en plus. Ouais. Ah, c'est bon, toi, ça c'est Ça- real. Ça c'est Ouais. real. Mais Ok. en 2021, quand on a commencé à enregistrer, on a sorti en 2022. On a changé de studio de podcast, on a commencé à enregistrer en 2022, mais maintenant, les prix pour enregistrer un podcast ont été cassés, divisés ou soustraits, je sais pas moi, par 10 carrément. Ça coûtait quoi? Une blinde d'enregistrer quelque chose, maintenant, ça coûte combien à peu près? Mais c'est ça qui est fou parce que, j'explique, dans le temps qu'on enregistrait des podcasts, déjà là, il n'y avait pas le AI qui pouvait t'aider. Alors, par exemple, si moi, j'enregistrais un podcast, on avait, mettons, ici, il y a 3 caméras. 1, 2, 3. Il y a 3 caméras. Ouais, Puis je 4 devais... caméras? Ou toi, 4? Moi, j'en vois 3 Ouais, live. toi. Il y en a 4. Ma Ouais, bad, il y en a 4. Il y en a 4. Ma bad. La 4e, c'est un zoom sur qui? Sur le tout. So, par exemple, dans le temps, un podcast, tu as 4 caméras, tu enregistres le podcast. Pour éditer ton podcast, je devais écouter ton podcast puis savoir quand couper. So, pour moi, par exemple, un podcast de 1 heure pouvait me prendre 3 heures à éditer. Of course, le prix va être plus cher. Maintenant, tu as un système qui s'appelle, mettons, Autopod, que tu as 4 caméras. Tu dis au programme que, hey, cette caméra-là, là, les 2 caméras-là, c'est pour Carlando. Cette caméra-là, c'est Steve. Puis la 3e, c'est quand tout le monde parle, les 2 ensemble. Bro, en 5 minutes, ton podcast est édité. Ouais. C'est pour ça que les prix ont beaucoup baissé. Ouais, c'est clair, c'est fou. Et la compétition. Là, il commence à avoir de plus en plus de studios podcast. Je veux dire, pour nous, si je peux en parler, for sure, nous, c'est 275 pour 90 minutes. Comme Quand tel. même. C'est peut-être Concordia va perdre un deal, on ne sait jamais. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, c'est clair que les prix ont beaucoup changé. Puis peut-être les prix vont continuer à baisser. Ouais, j'ai l'impression aussi beaucoup. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on a commencé, on faisait traduire nos épisodes en anglais par une personne, justement. Ben, traduire par le sous-titre. Oui, les sous-titres. Les sous-titres en anglais. Cette personne nous chargeait cher, tout de même. Ouais. Mais quoi, 1 an plus tard,
il y a des modèles IA qui te traduisent ça. En 5 minutes aussi. Je parle français, mais le podcast est en anglais. Probablement qu'on va le faire cette année. Mais exactement, le podcast est en anglais, le podcast est en espagnol, whatever. Puis les sous-titres sont générés limite automatiquement. Fait que ça permet d'économiser énormément d'argent pour les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, c'est ça. Les créateurs de contenu, c'est exactement ça, tu vois. Mais c'est pour ça aussi, tantôt, je te parlais de l'influence des influenceurs et les médias traditionnels. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y aura un clash? Tu n'as pas l'impression que ça va péter à un moment donné? Parce que pour Radio-Canada, créer du contenu, ça leur coûte très cher. Ouais. Mais être dans un studio de podcast, le même style de studio que Radio-Canada paierait des milliers ou voire limite 300 000 $, je ne sais pas, ben nous, ça nous coûte que dalle. Mais je veux dire, peut-être le clash va être là un peu, mais je veux dire, c'est comme si je te dis, est-ce qu'il y aura un clash entre des acteurs de cinéma puis des acteurs de séries web? C'est quasiment la même affaire. Oui, des fois, il y a des personnes qui arrivent à naviguer les deux mondes, mais je pense que tu veuilles ou pas, au lieu que ce soit un clash, ça va peut-être plus aller en parallèle ensemble. Je veux dire, Anto-Tran, avec son 10-4.info, là, il a pris quelqu'un qui travaillait chez Nouveau. Lui, avant, il était le créateur de contenu pour Nouveau. Nouveau a dit, tu sais quoi, on abolit son poste. Puis là, il a fait 10-4. Mais je veux dire, les agents, s'ils sont smart, les médias traditionnels, s'ils sont smart, et j'espère qu'ils sont smart, ils savent qu'ils doivent juste travailler avec des créateurs. Comme ça, il n'y a pas de clash, mais comme ça, le monde avance ensemble. Ouais, exactement. Écoute, Steve, merci, man. Vraiment, c'était vraiment génial. Écoute, merci à ceux qui ont regardé cet épisode. Je vous invite, avant de vous inviter, j'aimerais ça savoir, Steve, les gens peuvent te retrouver où? Même si tu es beaucoup plus populaire que mon podcast, les gens te retrouvent où exactement? Ben moi, c'est stevedaniel.ca, mon site web. Tout est là. Sinon, la majorité des réseaux sociaux, c'est I am Steve Daniel. Super, parfait, man. Merci énormément. Thanks, mon bro. Guys, je vous souhaite bonne journée. Je dis n'importe quoi. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Vraiment, écoute, avec Steve aujourd'hui, le grand mangeur de Montréal, de Laval, du Québec, exactement. Écoute, vous pourriez aller voir son contenu. Je sais que vous êtes un peu partout à nous regarder, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Kansas, aux États-Unis. Fait que je vous invite vraiment à aller voir le contenu de Steve. C'est vraiment excellent. Merci beaucoup.